qui sont connectés pour cette journée des Digiteurs Day organisée par la CCI Paris-Île-de-France. Vous savez, nous allons commencer cette journée par une conférence. Comment bien choisir son prestataire web? Pour y répondre, nous recevrons dans quelques minutes, dans quelques instants, Claudia Bertol, conseillère numérique à la CCI Val-de-Marne, Sharon Manicon, chargée des partenariats numériques des Digiteurs, et nous recevrons également Alexis Moreto, conseiller numérique de l'Essonne. Soyez les bienvenus. On vous invite à vous connecter, à prendre vos marques, et on vous expliquera naturellement, bien entendu, le déroulé de cette journée qui sera rythmée avec 3 conférences et qui vous invitera aussi également à prendre des rendez-vous avec nos 20 partenaires et nos conseillers de la CCI Paris-Île-de-France. Je vous invite voilà, à vous connecter, à prendre place. Le live va démarrer dans quelques instants pour cette journée où notre mission est de vous accompagner dans votre démarche de transformation numérique. On fait une petite pause, mais une toute petite. On reste bien sûr connecté et on se retrouve dans quelques instants pour la première conférence de cette journée en ce jeudi 3 décembre. À tout de suite.
Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 3 décembre. Il est 9h05 et nous sommes en direct des Digital Days organisés par la CCI Paris Île-de-France, une journée qui sera consacrée à la transformation numérique, une transformation numérique à destination des TPME, des TPE, PME. Et pour démarrer cette journée, vous allez le voir, nous avons décidé d'organiser 3 conférences. La première sera consacrée à comment choisir son prestataire web. Et pour y répondre, nous avons la chance et le plaisir de recevoir ici en plateau et ici à distance Claudia Bertol, Sharon Manicon et Alexis Moreto. Mais avant cela, je vous explique bien sûr et naturellement le déroulé de cette journée, puisque après ces conférences, nous vous inviterons bien entendu à prendre des rendez-vous. Des rendez-vous que vous pourrez prendre ici sur le site des Digital Days et vous pourrez, comme on le fait ici actuellement en direct, comme on le fait ici actuellement en vidéo, échanger à distance avec nos 20 partenaires, également nos conseillers de la CCI qui sont ici, je le rappelle, pour vous accompagner dans votre démarche de transformation numérique. Alors commençons bien sûr cette journée avec la première des 3 conférences, je le disais précédemment, comment bien choisir son prestataire web. Nous recevons Claudia Bertol, conseiller numérique CCI Val-de-Marne. Bonjour Claudia. Bonjour. Alors, vous avez 15 ans d'expérience dans le secteur privé en charge de nombreux projets digitaux dans différentes structures. Et votre domaine de prédilection, c'est le marketing digital et le branding. Tout à fait. Sharon Manicon, CCI Paris-Île-de-France, chargée des partenariats numériques. Vous étiez justement ancienne entrepreneur, vous étiez également professeur d'université et vous êtes désormais chargé des partenariats numériques. Votre expérience sera la bienvenue, Sharon. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'accueil, Pierre. Bonjour Alexis Morito, vous êtes conseiller numérique de la CCI Essonne. Vous aussi, de l'expérience que vous en avez avant de rejoindre la CCI, vous avez travaillé pendant 10 ans en tant que webmaster et traffic manager. Oui, tout à fait. Bonjour Pierre, bonjour à tous. En effet, plutôt parcours atypique. Moi, j'ai conçu des sites à l'adolescence, avant ensuite de faire des études et après de travailler directement en tant que webmaster. Et ensuite, effectivement, en traffic manager dans le secteur de l'assurance. Et puis maintenant, depuis un peu plus d'un an, conseiller numérique au sein de la CCI de l'Essonne. Nous écouterons bien entendu vos précieux conseils à destination des TPME, des TPE, PME qui désirent entamer une démarche de transformation numérique. Alors plantons effectivement le décor, plantons le contexte avec des chiffres au regard de cette situation sanitaire qui, on l'a vu et qui, on le sait, a pénalisé bon nombre d'entre vous. Mais restons malgré tout sur des notes et des tonalités positives pour commencer cette conférence avec un chiffre. Le e-commerce en France pèse plus de 100 milliards d'euros. Tenez-vous bien, 100 milliards d'euros, c'est le chiffre du e-commerce en France pour l'année 2019 selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Cette même Fédération du e-commerce et de la vente à distance recensait 40 millions de consommateurs français pour un total de 2 milliards de transactions. Autant vous dire qu'avec ces chiffres-là, on saisit l'importance d'être présent sur le numérique. La stratégie omnicanale participe à la complémentarité des activités en ligne et en magasin, et on l'a vu, elle est même bousculée en cette période de crise sanitaire par cette activité en ligne de e-commerce qui bouscule les habitudes et qui est devenue prescriptrice et qui prend même le dessus en cette période de confinement sur les activités en magasin. Selon une récente étude de l'Institut Oxatis pour la FEVAD, en moyenne, un site de e-commerce permet une augmentation de 14% du chiffre d'affaires du magasin pour un marchand qui utilise les 2 canaux simultanément, canaux de vente en ligne et canal magasin. Et pourtant, seul un magasin sur 3 en France propose un site internet annoncé il y a quelques semaines le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors, les raisons de cette faible adoption, on le sait, vous, patron, patronne de TPME, PME, vous n'avez pas forcément le temps, vous n'avez pas forcément les compétences, vous n'avez pas forcément également l'argent pour vous offrir une présence sur la toile. Et effectivement, c'est les raisons pour lesquelles nous sommes ici pour vous donner les meilleures astuces et les meilleurs conseils, à commencer par la première démarche d'entre elles. La première démarche de transformation numérique, c'est de connaître et identifier les bons acteurs, les bons interlocuteurs pour se donner toutes les chances de son côté. Dernière chose et dernier chiffre, parce qu'effectivement, une transformation numérique, une démarche de transformation numérique, ça peut paraître, pour ceux qui n'ont pas de compétences et de connaissances, un parcours du combattant.
avec un chiffre, les métiers du numérique représentent 3% de l'emploi en France, 800 000 personnes selon la DARES, autant d'acteurs et de savoir-faire pour saisir un petit peu le domaine du digital. On revient sur nos 3 experts de la CCI qui sont, je le rappelle, réunis pour vous présenter leur expertise, vous donner les meilleurs conseils et vous donner bien sûr des solutions par rapport à vos besoins. Première question, je l'adresse à vous 3. On le disait précédemment, la crise sanitaire a pointé du doigt le retard des TPE, PME au sujet de la transition numérique. C'est un sujet majeur qui est devenu une nécessité absolue pour la pérennité des entreprises. Quels sont les prérequis avant d'entamer une démarche de transition numérique? Claudia, il faut en premier lieu, je suppose, faire le point sur ses besoins, je le disais. Tout à fait. Effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que très souvent, les entreprises, les TPE, PME ou entrepreneurs vont se lancer dans le digital sans avoir vraiment circonscrit leurs besoins. On peut vite se laisser dépasser, on peut vite, parce qu'on peut tout faire aujourd'hui avec les outils digitaux. Et si on n'a pas de méthodo, si on ne sait pas exactement quels sont les objectifs, ce dont on a besoin, ce dont nos clients en fait ont besoin, on peut vite se noyer et faire des choix. Claudia, naturellement, les gens vont se dire oui, les objectifs, c'est de développer les ventes. Mais non, en fait, il y a différents objectifs. Il y a plusieurs étapes. Donc, je ne vais pas rentrer là dans le tunnel de conversion, tunnel de vente, mais effectivement, en gros, c'est la forme d'un entonnoir, une dimension psychologique qu'il faut avoir en tête. Et cette dimension psychologique des personnes qui viennent acheter chez nous, qu'on parle de prestations ou de produits, elle doit être en lien avec la stratégie digitale et les outils digitaux qu'on va utiliser. Et notamment, sur un site Internet, ça va se ressentir aussi. Donc, il faut vraiment faire le point d'abord sur les besoins. De quoi j'ai besoin pour atteindre mes objectifs, pour pouvoir être pertinent et efficace dans les choix qui seront faits au niveau du développement digital qu'il y aura derrière. Sharon, vous étiez entrepreneuse et c'est un véritable, on parlait précédemment en introduction de parcours du combattant au vu du grand nombre d'acteurs, vous confirmez? Alors oui, bien sûr, je confirme que c'est un véritable parcours du combattant parce qu'il y a tellement d'acteurs, on a des besoins, on veut aller vite, on veut surtout avoir des personnes qui soient de confiance et c'est pas évident sur le nombre de personnes qu'on peut rencontrer. Je pense que déjà la première chose, c'est de faire aussi le point sur sa maturité digitale et pour ça, on doit avoir une certaine honnêteté envers soi-même. On peut peut-être savoir utiliser des réseaux sociaux sur notre téléphone, etc., à titre personnel. Quand on passe dans la sphère professionnelle, là, on doit se faire accompagner et c'est indispensable puisque il va falloir déjà trouver le bon conseiller et je pense que c'est ce dont on est en train de parler ce matin, c'est vraiment de se dire comment je vais réussir à faire confiance à une personne que je ne connais pas, qui me propose des services que plein d'autres personnes me proposent. Pourquoi je vais choisir cette personne-là? Là, on est vraiment dans un process de recrutement comme ça se passerait dans une entreprise, sauf que c'est un peu inversé. Là, on recherche un prestataire et on va avoir pléthore d'offres qui vont être, on a des personnes qui vont nous dire que ce sont des offres qui sont finançables par le CPF. Donc Pierre, tout à l'heure, vous parliez de cet aspect financier qui est effectivement hyper important quand on est entrepreneur, le moindre sous-compte. Donc on fait attention à chacun de ses investissements. Donc oui, quand on nous dit oui, c'est finançable par le CPF si on a de la chance d'en avoir un, d'avoir de l'argent sur son compte personnel de formation, on va aller vers cette formation-là qui sera financée. Mais est-ce qu'elle est pour autant de qualité parce qu'elle est financée? Donc, il y a aussi cette question-là qui se pose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méfiance. Donc, voilà, trouver le bon équilibre. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment essayer de passer par la recommandation avant de se lancer sur une recherche Google basique parce que là, ça va être plus à celui qui aura mieux travaillé son référencement sur Google que à celui qui va avoir une meilleure qualité, un meilleur rendu et surtout une meilleure personnalisation d'accompagnement par entrepreneur. Et ce sera l'occasion également de présenter des organismes de formation qui sont ici présents tout au long de cette journée. Passons à Alexis. On parlait effectivement des prérequis avant d'entamer une démarche de transition numérique. Peut-on typiquement se fier à un avis de confrère ou d'un proche? Que valent ce type d'avis-là, Alexis? Alors, tout d'abord, je voudrais juste revenir premièrement sur la transition numérique. C'est vrai qu'on parle de quelque chose d'assez large. Ça a un périmètre
assez important, la transformation numérique. On l'a vu avec le confinement qu'on a connu pendant le premier confinement et qu'on connaît aujourd'hui actuellement. Ça a mis en évidence effectivement que certaines entreprises, notamment les commerçants, n'étaient pas tous présents sur le numérique. Donc c'est vrai que transition numérique, si on parle vraiment, on va se concentrer sur le web. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui proposent ces services. Donc l'avis d'un confrère ou d'un proche, pour répondre à ta question, Pierre, est-ce que c'est précieux? Oui, forcément, c'est précieux puisque Sharon aussi l'a souligné, quand on souhaite un service, quand on veut activer sa présence sur le web, sur le numérique, on va demander l'avis d'un confrère, peut-être qui est déjà passé par une société qui a conçu ou qui l'a accompagné dans sa transformation digitale. Donc oui, c'est super important et je dirais même que c'est primordial, ne serait-ce que par rapport à son retour d'expérience. Et en parlant d'avis, on va également vous demander le vote pour celles et ceux qui nous suivent en direct et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à l'issue de cette conférence. Nous réserverons à ce propos 15 minutes de questions-réponses à destination de nos 3 participants. Alexis, on recense 1,7 milliard de sites Internet dans le monde. C'est énorme. Selon une étude d'Exagis, l'Institut Exagis, seuls 10% des entreprises de 0 à 10 salariés externalisent des services digitaux. 60% des entreprises d'au moins un salarié n'ont jamais effectué de transformation numérique, de transition digitale. On le sait, il existe de nombreuses solutions sur le marché, des solutions gratuites, des solutions payantes pour créer son site Internet. Alexis, ma question elle est très simple. Comment conçoit-on un site Internet capable de répondre à mes besoins? Alors effectivement, on approche grosso modo le 1,7 milliard, 1,8 milliard de sites dans le monde. Cependant, attention, dans les faits, on est quand même plus proche de 250 millions d'actifs. Hein, on a aussi beaucoup de sites internet finalement un peu fantômes où juste le nom de domaine est réservé avec une page de présentation. Alors, en gros, on a 3 grandes familles pour concevoir un site internet, 3 grandes méthodes. La première, et c'est l'originel, et c'est un peu comme ça, quand dans ma présentation, j'ai parlé que presque dans ma cave, je concevais des sites internet. Bon, c'est un peu l'image, c'est-à-dire que on concevait un site internet en codant, c'est-à-dire à la main, voilà, avec des lignes de code, donc le HTML. PHP et avec le CSS pour l'intégration, on va dire, de l'image. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique, c'est pas forcément l'objet, mais en gros, c'est la première méthode, c'est la façon de faire, d'accord. Ensuite, il y a 2 autres méthodes qui sont arrivées à la suite de ça pour simplifier la chose. Donc, on a tout d'abord le CMS. Le CMS ou Content Management en anglais, c'est en gros un logiciel qui va vous permettre de concevoir, de vous aider à la conception de votre site internet. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de WordPress. Voilà, c'est le plus connu, c'est 60% de part de marché des CMS. Et donc là, ça va nous permettre finalement d'être autonome sur cette solution et de nous aider vraiment sans connaissance technique à concevoir un site internet. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Toutes ces méthodes, hein, toutes les trois méthodes ont vraiment des avantages et des inconvénients. Enfin, on a une dernière méthode qui, moi, j'étais pas forcément hyper partisan il y a quelques années encore, c'est l'éditeur en ligne. En gros, c'est quoi l'éditeur en ligne? C'est un site dans un site. Vous allez aller sur Wix.com, sur Jimdo, sur Shopify pour si vous faites du e-commerce, et puis en fait, vous allez concevoir votre interface directement sur ce site internet. Donc, elles ont des avantages et des inconvénients. Après, c'est un choix à faire. Moi, ce que je recommande maintenant aujourd'hui, on accompagne quand même pas mal d'auto-entrepreneurs, de créateurs d'entreprises. C'est quand on n'a pas forcément envie de prendre beaucoup de temps ou etc. Mais on y reviendra après, je sais. C'est peut-être de commencer par un éditeur en ligne et puis après de switcher au fur et à mesure sur ces différentes solutions que je vous ai présentées. Alors, la solution d'éditeur en ligne, c'est ce qui permet, je suppose, peut-être de monter aussi en compétence. Ça permet de mettre, entre guillemets, excusez-moi du terme, les mains dans le cambouis pour apercevoir, entrevoir les logiques. C'est ça, Alexis? Ça pourrait nous permettre de se former déjà avec ce type de solution-là? Alors oui et non, puisque finalement, vous n'allez pas forcément toucher beaucoup de code. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les entrailles d'un site Internet. Vous allez vraiment, en fait, concevoir votre site Internet avec une interface graphique où vous allez
déplacer des éléments. Voilà, je veux mon logo ici, etc. Et en fait, le logiciel va faire à votre place, l'éditeur en ligne va faire à votre place tout ce qui est codage. Donc voilà. Principal inconvénient, je vais quand même le dire, c'est que c'est pas très bien optimisé. Alors, c'est en train de changer, et mon discours est en train de changer aussi aujourd'hui, notamment avec, par exemple, une solution Shopify qu'on utilise, nous, à la CCI de l'Essonne, qui permet aux commerçants de créer facilement un e-commerce, parce que, finalement, ils ont beaucoup travaillé sur l'optimisation de ce code, et maintenant, on arrive à avoir des sites Internet très bien référencés, qui n'était pas forcément le cas encore il y a quelques années. Et le référencement naturel, c'est super important aujourd'hui. C'est bien de faire un site internet, mais si j'apparais pas dans les résultats de recherche, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, ça s'améliore. C'est pas encore encore le meilleur, mais voilà, ça nous permet quand même de concevoir un site internet sans connaissances techniques, sans aller à l'école pendant 2-3 ans et apprendre le code et devenir développeur web. Voilà, tout le monde n'est pas développeur web. Donc voilà, c'est une solution qui permet de faire un site facilement. Des solutions très, très intuitives. Mais cela n'empêche, peut-être que certains d'entre vous ils ne trouveront pas forcément d'avantages et d'écho. Et ma question, elle s'adresse à Claudia. Si on externalise la conception d'un site Internet, existe-t-il voilà, une méthode particulière pour choisir son prestataire? Comment d'ailleurs dois-je m'y prendre pour être sûr qu'il s'agisse du bon prestataire? Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de méthode, c'est un petit peu du bon sens. Donc premièrement, voir, sur une shortlist les différentes réalisations en fait des acteurs qu'on aura pu identifier. Donc après, il y a certains acteurs qui vont être spécialisés sur certains secteurs d'activité. Donc en fonction de son secteur d'activité, on fait des recherches en fait et on regarde ce qui a été fait. Il y a un point qui est important aussi, c'est que une grande entreprise n'aura pas les mêmes besoins qu'une TPE, PME ou qu'un entrepreneur. Que si on fait appel à un prestataire, on a le choix entre, on va dire, une agence qui va piloter en fait des personnes en interne ou éventuellement en externe, donc qui vont peut-être faire appel à des freelances. Ou on peut passer également en direct avec des freelances. Donc encore une fois, j'en reviens aux besoins. En fonction de mes objectifs, je vais m'orienter plus vers une agence ou plus vers un freelance. Bien évidemment, l'agence sera plus onéreuse qu'un freelance. Et la question, c'est aussi de savoir, moi, quelles sont mes compétences? Est-ce que j'ai un vernis? Est-ce que je suis en mesure de piloter en fait l'agence ou le freelance en question. Donc regarder ce qui a été fait, voir si c'est en lien avec ce qui peut nous intéresser. Ce qui est intéressant aussi et ce que je préconise souvent, c'est de faire de la veille, donc voir ce qui est fait au niveau donc de nos concurrents directs ou de sites en fait qui nous plaisent, voir qui sont les prestataires qui ont pu réaliser le site, parce qu'en règle générale ils sont crédités. Et du coup, on peut dérouler la pelote et voir en fait ce que ces différents prestats ont pu réaliser en termes de site. C'est prendre le temps, poser les bases de la réflexion et puis faire un petit peu comme vous le disiez, c'est du bon sens. Prendre le temps de bien réfléchir et d'aller forcément glaner des avis à droite et à gauche comme on peut le faire dans sa vie quotidienne. Tout à fait. Et être en adéquation entre le temps que je suis prêt à passer, parce que malgré tout, même si on externalise, il y a quand même un temps en termes de pilotage. Il va falloir donner les indications, que ce soit à un freelance ou à une agence, pour qu'on puisse avoir le résultat souhaité dès le départ. Et on reviendra également sur ces notions de freelance agence au travers des prix, également au travers du temps que l'on peut leur consacrer, de l'ultra-dépendance. On y reviendra dans quelques questions. Mais avant cela, je m'adresse à Sharon. Solliciter un prestataire hein, pour ceux qui ont envie d'externaliser leur transformation numérique, c'est naturellement gagner du temps, c'est de délester de toutes ces tâches, entre guillemets, parce qu'il faut quand même, malgré tout, y consacrer un petit peu de temps. C'est bénéficier de l'expertise, de l'accompagnement et bien sûr du travail terminé, c'est-à-dire la production du site. Quand on démarre un nouveau business sur Internet, on ne connaît pas nécessairement le ROI. Hein, et en termes d'investissement, comment ça se passe, Sharon? Dois-je avancer au fil de l'eau et me dire, bon, ben, j'investis un petit peu d'argent, je verrai si effectivement cet investissement se transforme ou non, ou dois-je, à l'inverse, entamer une véritable démarche de transformation numérique et donc dois-je vraiment investir comment ça se passe? Comment on doit se positionner quand on est une TPE? Ok. Sharon?
Alors, merci pour la question, Pierre. Je vais, on va dire, faire la transition avec ce que Claudia venait de dire. C'est-à-dire que avant de parler d'investissement en argent, moi, j'aime bien parler d'investissement en temps, puisque le temps, c'est quelque chose qu'on perd et qu'on ne va pas récupérer. Donc, on doit bien savoir où est-ce qu'on met son temps. Ça, pour moi, c'est indispensable. Une autre chose que je peux vous dire aussi, et qui est, pour moi, qui est clé et qui est fondamentale pour un entrepreneur, c'est d'avoir une bonne connaissance de son business. Encore une fois, je le répète, hein, et je le répète exprès pour que ça marque, c'est qu'il y a un besoin de connaître son business avec un regard objectif. C'est très difficile à faire parce qu'on a souvent tendance à avoir la tête dans le guidon et voir les choses sous un prisme et pas un autre. Donc, c'est très difficile à faire d'avoir une bonne connaissance de soi, de son business, de sa perspective. Toutefois, ça permet de mieux investir. Donc, de mieux investir son temps, de se dire, OK, à l'heure où aujourd'hui, comme le disait Alexis tout à l'heure, on a plusieurs solutions pour faire appel à un prestataire ou pour créer son site et pour faire plein d'autres choses, hein, en termes de digital. Toutefois, on est à l'ère où soit on apprend, soit on fait faire. Le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est de toujours connaître un minimum, un socle de base de chacune, on va dire, de chaque sujet qu'il va externaliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'externaliser la création de son site Internet, on doit avoir la curiosité de savoir comment ça va se dérouler. Et pour ça, on doit être, en tant que dirigeant d'entreprise, on doit avoir une certaine exigence envers ce prestataire, puisque au final, ce prestataire, on va lui donner de l'argent, et pour que ce soit un investissement rentable, donc avoir un bon ROI, comme vous disiez Pierre, un return on investment, on doit s'assurer que le prestataire va nous faire ce qu'on attend. Et donc pour ça, ça passe par une étude du besoin. D'abord, soi-même. Donc, j'essaye de savoir ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour mon business. Je suis un commerçant. Est-ce que j'ai besoin d'une présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai besoin d'un site Internet? Est-ce que j'ai besoin d'une plateforme de vente de mes produits? Se poser la question. Ensuite, poser la question à divers prestataires, divers professionnels. Je pense que c'est aussi poser la question à ses pairs. Donc, voir avec d'autres, là j'ai pris l'exemple des commerçants, mais c'est valable pour toutes les professions, voir avec quelqu'un qui fait le même métier que moi, essayer de comprendre son fonctionnement. Moi, j'ai souvent tendance à dire une chose, hein, on parle souvent de concurrence, j'aime bien parler de confrères. On fait le même métier, on s'adresse, peut-être qu'on est sur le même marché, mais pour autant, on a chacun sa manière de faire les choses. Alors, c'est pas valable, hein, pour tous les domaines d'activité, ce que je suis en train de dire. Et pour autant, on peut avoir un super retour d'expérience lorsqu'on échange avec des personnes qui font la même chose que nous. Et ça nous fait gagner un temps fou et ça nous fait gagner aussi de l'argent. Puisque là, encore une fois, on va obtenir une recommandation. Bien sûr, tout ce que je dis là, ça va dépendre du business, ça va dépendre de la maturité du business, de la maturité digitale de l'entreprise, de l'entrepreneur. Et aussi, ça va dépendre de la capacité pour l'entrepreneur à être moins méfiant, puisque forcément, on est lorsqu'on va externaliser, et surtout quand on est entrepreneur et qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps, on veut tout s'accaparer, on a du mal à déléguer. À un moment donné, c'est bien aussi d'admettre que c'est pas mon métier de base. Moi, ce que je fais, par exemple, je vends des produits, je vends des téléphones. Je me concentre sur ma vente de téléphone. Je m'intéresse à comment est-ce que un prestataire pourrait faire en sorte que cette vente se passe en version digitale et se passe pour le mieux. Je m'y intéresse, je la suis de près. Mais quand je fais confiance à quelqu'un, je garde un œil, mais je dois à un moment donné lâcher parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous décharger. Alors, peut-être que c'est pas attendu de parler de charge mentale dans un sujet de digital. Toutefois, en tant qu'entrepreneur, ça nous permet d'avoir un esprit beaucoup plus serein, de se concentrer sur d'autres activités pendant que on a payé quelqu'un pour faire quelque chose de spécifique. Donc voilà, il y a ça qui est pour moi important pour avoir un bon retour sur investissement, connaître son entreprise, connaître ses besoins. Et donc, là aussi, le prestataire à qui on va faire appel, on compte sur lui pour nous aider à exprimer nos besoins au mieux. D'ailleurs, tout au long de la journée, pour les personnes qui nous regardent, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour être reçu
sur 30 minutes, un rendez-vous de 30 minutes avec plusieurs prestataires qui pourront vous conseiller et vous accompagner si toutefois vous le souhaitez. Et on reviendra effectivement sur cette phrase que vous avez dit, on compte sur le prestataire. On reviendra sur le fait que pour vous, un prestataire, c'est pas un simple prestataire, c'est un partenaire. Mais on y reviendra dans quelques instants. Avant cela, je sais que certains d'entre vous se posent la question, oui, mais combien le prix? Abordons ce sujet-là avec Alexis et Claudia dans un écosystème où les prix fluctuent énormément pour, par exemple, la conception d'un site Internet. On a également les mêmes interrogations concernant des campagnes de référencement payantes. On a également les mêmes questions pour le budget qu'on pourra allouer sur les campagnes de marketing digital. Alexis, Claudia, combien pour un site Internet, les fourchettes de prix du marché, plus ou moins, selon les acteurs d'une agence à un prestataire, et idem, faut-il consacrer un budget spécifique? On y a un petit peu répondu précédemment, mais on va essayer effectivement de répondre concrètement à celles et ceux qui se posent la question, et je vous invite bien sûr à continuer à nous envoyer vos questions dans la fenêtre. Claudia, Alexis? Alexis, j'y vais ou tu y vas? Ah bah écoute, je peux y aller si tu veux. En tout cas, sur la partie site internet, alors, ça peut aller c'est très variable. En fait, tout à l'heure, j'ai présenté les trois méthodes, les trois grandes familles de conception d'un site internet. Et vous aurez compris que quand on fait un site internet, on va dire à la main, qui se fait plus trop aujourd'hui, hein, bien évidemment pour des raisons justement de coût, ou que je fais un site sur Wix, eh bien, le temps n'est pas le même. Donc, en fait, en fonction de la techno, et c'est pour ça que c'est important de savoir si demain vous faites appel à un prestataire, quelle techno il utilise. D'accord On voit des petits malins, des petites agences ou des gens qui se lancent un petit peu, faire des sites sur Wix et leur vendre 1000, 2000 euros. Bon, il faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Sachant qu'un Wix coûte 200 euros, un peu moins de 200 euros. Oui, et puis on peut le faire soi-même surtout. Enfin, je veux dire, c'est très accessible. Donc, c'est très variable. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, un freelance, on va partir sur un freelance en tarif journalier, en webmastering, en création de site internet avec une bonne expérience, on est aux alentours de 400 euros jour. Ça peut aller à 500 euros, 600 euros en fonction de l'expérience de la personne que vous avez en face de vous. Un site internet vitrine simple réalisé sur WordPress, c'est majoritairement ce qui est fait aujourd'hui. C'est aux alentours, on peut aller de 1500 euros à 3000 euros. Voilà, il ne faut pas aller au-delà parce qu'après, c'est vraiment trop et aujourd'hui, c'est à peu près les prix qu'on a en site vitrine. Pour un site e-commerce, pour le coup, on va rajouter quelques jours parce qu'il y a des extensions à télécharger, plus de configuration. On est plutôt aux alentours de 4-5 000 euros. Ça, c'est ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Ensuite, si vous avez des spécificités plus importantes qui nécessiteront plus de compétences, plus d'intervenants, vous avez besoin d'un UX designer, vraiment pour avoir quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un site internet. Moi, j'ai travaillé dans le secteur de l'assurance. Si l'employeur ne payait pas, si le chef d'entreprise ne payait pas une certaine somme, il avait l'impression que c'était un site de moins bonne qualité. Donc, c'est plus trop le cas aujourd'hui pour un site vitrine, pour une petite entreprise, pour quelqu'un qui se lance, etc. Voilà, c'est maximum 3 000 euros pour un site vitrine. On peut peut-être rappeler la définition de UX designer pour celles et ceux qui l'ignorent. C'est peut-être le moment également de définir un petit peu ce qu'est le métier de UX designer. En fait, il y a plusieurs métiers aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, c'était le webmaster qui faisait tout, qui faisait le site internet, qui faisait le maquettage sur Photoshop, qui l'intégrait ensuite en HTML, qui faisait la pub sur Google AdWords. Voilà, le métier s'est complètement disloqué. Maintenant, on a des experts dans chaque domaine. On a donc le UX designer, c'est celui qui va créer l'interface, qui va créer le parcours d'utilisateur, qui va rendre l'expérience, on va dire, attractive et qui va aider à la conversion. On a l'intégrateur, donc le développeur web. On a le traffic manager, c'est celui qu'une fois que vous avez fait votre site internet, il va faire en sorte qu'il y ait plein de visiteurs sur votre site. Donc, il va travailler avec Google Ads, le Facebook Ads, le référencement naturel. Moi, j'ai travaillé par exemple avec les comparateurs d'assurance dans le secteur de l'assurance. Tout ce qui va me permettre de générer du lead, en fait. On a ensuite le community manager maintenant, celui qui va aujourd'hui répondre dans le chat, c'est le community manager. Donc voilà, il y a beaucoup aujourd'hui de métiers.
autour de ça. Ensuite, Claudia, je te laisse, je te laisse la main. J'ai un peu beaucoup parlé. Non. En fait, simplement, juste, je voudrais partager une petite anecdote. Il y a quelques semaines, donc une petite entreprise, une TPE, avait besoin de réaliser un site e-commerce et m'a envoyé 2 devis parce qu'en fait, le monsieur en question ne savait pas trop quoi penser des devis qu'il avait reçus. Et donc, pour un site e-commerce, donc à peu près, on avait les mêmes fonctionnalités, on va dire globalement, très globalement. On avait un devis à 4 000 euros, un devis à 11 000 euros. D'accord ? Et lorsque je lui ai demandé de me donner un devis, devis complet, en fait, j'ai reçu des devis avec 3-4 lignes. Un point qui est important, je suis désolée, je ne sais pas si vous m'entendez aussi. On vous entend, Claudia, on vous entend. Le point qui est important pour moi, c'est qu'à partir du moment où on demande un devis à un prestataire, on demande un devis très complet. C'est-à-dire qu'on doit avoir plusieurs lignes, une ligne par action réalisée. Comme le disait Alexis, on a un tarif journalier qui va être entre 400 et 600 euros jour. Et on doit avoir un nombre de jours qui est rattaché en fait à chacune des lignes. Et c'est en fait très souvent sur le nombre de jours que ça va jouer, c'est-à-dire qu'une agence ou un freelance peut vous dire, ben voilà, ça va me prendre 5 jours, alors que peut-être ça va en prendre 3. Et du coup, si vous avez un tarif qui est, on va dire en moyenne à 500 euros jour, ben vous voyez sur la totalité du devis ce que ça peut donner. Donc, je reviens sur ce que disait Sharon, c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit vernis sur, on va dire, ce dont on a besoin et puis pour pouvoir parler un peu d'égal à égal avec son prestataire pour, effectivement, si on sait que le prestat en question va travailler sur un WordPress ou sur une plateforme type Wix, ça va prendre beaucoup moins de temps que s'il y a beaucoup de développement derrière. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là en tête et du coup de demander un devis très précis. Et si votre prestataire n'est pas en mesure de vous donner un devis très précis, c'est qu'il n'est pas sérieux. Il y a un autre point, c'est que parfois, on a des agences qui font appel en fait à des freelances, qui peuvent être recrutés sur des plateformes type Malte ou la crème de la crème. Et le fait d'avoir un vernis et d'être en mesure soi-même de piloter les freelances directement, ça vous permet, entre guillemets, de supprimer un intermédiaire. Alors, tout dépend du besoin, encore une fois, et du coup, d'avoir, que ce soit un site ou une prestation quelle qu'elle soit dans le digital, qui sera beaucoup moins onéreuse. Et je reviens sur un point qu'a évoqué Alexis. On est dans un domaine où il y a de plus en plus de spécialisation, de plus en plus d'experts. Il y a certaines actions pour lesquelles il ne faut pas partir sur des personnes qui sont généralistes parce que les outils sont de plus en plus pointus. Et si vous voulez avoir des résultats et donc un bon ROI, comme le disait Sharon, par exemple sur la pub sur Facebook, où l'outil est vraiment très puissant, il faut prendre quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet et quelque part qui ne fait que ça. Voilà pour... Merci Claudia. La transition est toute faite avec Sharon. On va forcément revenir sur la collaboration avec son prestataire et cette notion de prestataire partenaire parce qu'elle est importante et c'est important de effectivement établir les règles de fonctionnement, les règles de collaboration pour qu'il n'y ait pas de surprise du début jusqu'à la fin. Comment dois-je travailler avec mon prestataire, Sharon ? Alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire que le prestataire est un partenaire parce que c'est quelqu'un avec qui déjà c'est quelqu'un à qui on va se livrer, on va se confier sur des choses qui sont pour nous très précieuses, c'est-à-dire au-delà du fonctionnement de l'entreprise, on va parler de notre stratégie d'entreprise, on va parler de nos objectifs, et c'est quelqu'un qui va nous accompagner. Donc, pour ça, on doit déjà se dire, OK, il y a plusieurs étapes, mais comme on disait tout à l'heure, voilà, il y a le moment où je fais le choix de mon partenaire, donc je vais évaluer un peu plusieurs partenaires en posant des questions. Je pense qu'il y a une question de feeling qui est très importante. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on va avancer, enfin, un prestataire, pardon, c'est quelqu'un avec qui on va avancer sur une certaine durée. Des fois, ça va être un site vitrine et ça va nous durer 1 mois, on va être en échange pas très, très longtemps. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si je fais faire mon site Internet, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la création de site Internet et on peut parler d'autres prestations dans le digital. Hein. Mais pour rester sur cet exemple-là, ne pas oublier que quand je fais créer mon site Internet, c'est pas parce que mon site est en ligne qu'il n'y a plus rien qui se passe. Si j'ai mis un formulaire de contact sur mon site,
il faut bien que derrière, quelqu'un récupère les informations. Il faut bien que derrière, quelqu'un traite ces informations. Mon site, à un moment donné, il y a peut-être des mises à jour que je dois faire. Si je n'y connais absolument rien, il faut bien que je vois avec un professionnel pour le faire, soit le même prestataire, soit un autre. Pour ça, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un fonctionnement, d'établir des règles et de se dire, OK, à partir du moment où donc j'ai trouvé mon prestataire, et je répète à chaque fois, hein, c'est vraiment une fois que je l'ai trouvé, ou même pendant la recherche, hein, on peut établir ça parce qu'on n'en est pas encore à l'étape de je pose de l'argent sur la table et je paye quelqu'un. On est vraiment encore dans l'étape de la recherche. Donc, j'évalue déjà, est-ce que c'est un prestataire qui dit, qui me parle, avec qui on va avoir des échanges, qui me rassure, qui me donne plein de choses, mais est-ce que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit? Est-ce que quand il me dit que je vous envoie un mail récapitulatif dans 2 jours, est-ce qu'il le fait? Déjà, ce sont des petits détails qui vont nous permettre. Alors, bien sûr, il ne faut pas juger que sur ça. On peut tous avoir un truc de dernière minute. Ça peut arriver à tout le monde. Mais voilà, ce sont des petits indices comme ça qui vont nous donner une idée du sérieux du prestataire avec qui on va travailler. Je pense qu'il y a aussi une certaine discipline à adopter. Et là, je parle des deux côtés. Vraiment, autant l'entrepreneur que le prestataire. Le dirigeant doit se dire, si le prestataire a besoin d'infos, si je ne lui donne pas, il ne peut pas avancer. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'après, c'est très facile de dire au prestataire, ah oui, mais j'attendais une réponse de votre part. Si le prestataire n'a pas de matière à travailler, et ça a un impact direct sur la qualité de son travail. Donc, le prestataire fait sa petite enquête, il fait un peu un état des lieux de savoir les objectifs, qu'est-ce que veut le dirigeant. Et donc, quand je parle d'une discipline à adopter, c'est le dirigeant, lui, doit être sûr que il y a eu ces différentes étapes. Le prestataire l'a bien écouté. Il s'est senti écouté. Il s'est senti conseillé. Il s'est senti… à aucun moment, en fait, il a senti une certaine pression. Tout ça, ce sont des choses importantes. Des fois, on a des prestataires très mauvais commerciaux. Alors, l'idée, c'est qu'il n'y ait justement pas de frustration et que le chef d'entreprise ne se trouve pas dans la situation de dire non, mais je vais demander une photo, ça ne prend pas de temps. La question des allers-retours, parce que c'est vrai qu'on est dans un univers, le web, d'ultra flexibilité, d'ultra adaptation. Là aussi, il y a des questions qui se posent, comme mon prestataire est sursollicité et qu'il revient vers vous en surfacturant une ligne de prestation. Là aussi, effectivement, c'est comme dans tout, Sharon, la vie, c'est également un dialogue. En fait, on se dit les choses. On se dit verbalement les choses. Après, qu'est-ce qui se passe? Quel est le référentiel auquel je vais me référer pour me dire, OK, on avait dit ça, on avait dit ça, on avait dit ça. En fait, quand on se parle, on peut se dire plein de choses, mais on peut aussi oublier. Et surtout, quand le contrat n'est pas encore signé, on a tous beaucoup d'entrain. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre, quand il faut mettre les mains dans le cambouis, bah, là, après, c'est autre chose. Il faut garder cet entrain. Donc, pour ça, moi, je propose déjà que lorsqu'on on a affaire à un prestataire, on ait des échanges écrits. Comme ça, on peut revenir dessus. Quand on parle des allers-retours, ça veut dire qu'on a eu un premier échange écrit avec l'analyse du besoin, une validation de cette analyse du besoin par le dirigeant. Et on passe par la phase contrat. Donc là, on acte dans le contrat toutes les choses qui vont être faites. Donc, je sais pas, moi, ça peut être création d'une page, formulaire de contact. Voilà, toutes les actions qui vont être menées. Et on passe à l'étape du devis. Le prestataire ne travaille pas tant que le devis n'est pas validé. Et le prestataire peut avoir différentes manières de travailler. Il peut décider de prendre une partie de l'argent au départ, une partie à la fin. Et le client aussi a le droit de s'imposer. Donc, le dirigeant, lui aussi, peut dire, bon, bah, moi, je veux bien payer 25% au départ, vous commencez les travaux et au fur et à mesure, je vous paye tant que la facture est payée à la fin. Après ça, c'est un fonctionnement qu'on trouve entre nous. Maintenant, pour les allers-retours, ça, c'est hyper important. Donc, le devis, un bon pour accord de la part du client, ça veut dire que c'est un go qui est officiel. Donc, j'ai envoyé par mail le OK, on démarre. Là, on démarre le travail. Première prestation terminée. Le site Internet, par exemple, est terminé ou la page Facebook est terminée. Le client reçoit. Le client, donc le dirigeant, comme toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, vous avez encore votre mot à dire. Mais pour ça, encore une fois, dans le contrat, il faut l'avoir acté. C'est-à-dire que dans le contrat, vous précisez combien d'allers-retours vous allez faire. Quand je parle d'aller-retour, pour être clair avec tout le monde, on parle de combien de fois le prestataire aura créé quelque chose. Donc, par exemple, créer une page, créer un site Internet.
vous aurez envoyé ce site internet, vous aurez regardé ce site internet, vous aurez validé, c'est comme ça que vous l'imaginez, ou il y a des modifications à faire, vous renvoyez un brief. Donc le brief, c'est les indications qu'on donne au prestataire. Vous renvoyez ça au prestataire, lui va se dire ah ben attends, mais ça on n'en avait pas parlé, on n'en avait pas parlé du tout, c'est pas du tout dans le contrat. Et là, il va peut-être échanger avec vous et vous dire ok, bon ça je veux bien te le faire, mais par contre exceptionnellement, ou et ça c'est ce qui se passe quand on a cette notion de discipline, parce que il faut pas oublier qu'un prestataire aussi, il connaît sa valeur, il connaît la valeur de son travail, il sait combien coûte l'heure qu'il passe à travailler sur un sujet, et donc le prestataire pourra rajouter une ligne sur, sur le devis et dire voilà, si vous voulez que je vous fasse ça en plus, je sais pas moi, un visuel supplémentaire pour vos réseaux sociaux, là, je vous ajoute une ligne sur la facture, sur le devis, qui vous coûtera tant. Donc ça aussi, le dirigeant doit être capable de l'entendre. Maintenant, quand on parlait, juste pour boucler la boucle, on parlait de prestataire partenaire. C'est qu'en fait, entre nous, il y a une relation qui se crée et qu'on peut être un peu flexible. Donc, on peut être un peu flexible sur, OK, bon, bah là, je veux bien que, OK, bah, je te le fais, moi, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Je te rajoute cette ligne de code ou je te rajoute cette photo à tel endroit. Je te fais ces modifications-là. Mais voilà, il faut que des deux côtés, il n'y ait pas d'exagération. Tout à l'heure, Claudia parlait de bon sens et moi, je pense que c'est important aussi quand on parle, même si on est dans le digital et qu'on parle de quelque chose de professionnel, de technique, il faut remettre le bon sens aussi à tout instant, parce que c'est là aussi qu'on arrive à entretenir de meilleures relations. On a bien saisi effectivement l'importance de ne pas non plus sous-estimer les tâches qui peuvent être demandées à son prestataire et de bien comprendre effectivement la façon dont il fonctionne, ce qui sous-tend également la nécessité de parler le même langage. Claudia, pour effectivement optimiser sa collaboration, à un moment donné, il faut aussi s'intéresser à ce que fait son prestataire. Oui, tout à fait. Donc, on a un point qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir un vernis pour peut-être pas parler d'égal à égal, parce que bon, on n'est pas spécialiste si c'est pas notre métier de base. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué et qui me paraît aussi important, qui est ne jamais être dépendant d'un prestataire. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est vraiment le piège. C'est-à-dire qu'on peut être, on va dire, appâté. C'est un peu comme on va dire, les cafetières. Je ne vais pas citer de marque où en fait vous avez la cafetière qui vous coûte pas cher, mais dès que vous achetez les petites capsules, ça vous coûte très très cher. Bon, bah, si vous avez un prestataire qui a une solution fermée, donc il a développé lui-même, et que ça ne se passe pas bien et que vous n'êtes pas en mesure d'aller voir un autre prestataire, ça peut vous coûter très très cher. Donc pour en revenir à la question du même langage, effectivement, il faut comprendre certains éléments, on va dire, de base. On va dire des termes un petit peu de jargon pour savoir exactement de quoi il nous parle et pour pouvoir lui montrer qu'on sait également de quoi on parle, qu'on a étudié la question, qu'on ne sort pas de n'importe où et que bon voilà, il y a des tarifs corrects et des choses, on va dire, assez carrées qu'on est en droit d'obtenir. Merci Claudia. Le temps défile. Je vois qu'effectivement, il est 9h47 et qu'il y a aussi également beaucoup de questions qui nous sont posées, qui parviennent ici dans le chat. On va effectivement tâcher de répondre là aux deux autres questions que j'ai à vous poser le plus vite possible pour donner la parole à celles et ceux qui nous écoutent en direct. Alexis, Claudia, quels sont les types de prestations proposées par la CCI pour accompagner les entreprises dans la transformation numérique? Quel type de partenaires pouvons-nous trouver d'ailleurs aujourd'hui pour améliorer sa présence sur le web? Alexis. Eh bien, justement, la CCI, c'est quoi à la base? Alors, juste, hop, je m'entends en écho. La CCI, c'est quoi à la base? C'est quand même un tiers de confiance. D'accord? C'est nous, on ne va pas privilégier une solution par rapport à une autre. On teste, on peut tester, on a quand même ce droit-là, on a quand même de l'expérience en tant que conseiller numérique, on sait de quoi on parle. Donc, en règle générale, les chefs d'entreprise, puisque la CCI représente les chefs d'entreprise de chaque département. Le chef d'entreprise a une problématique, il ne sait pas par où commencer, par où aller, il peut demander l'aide d'un expert. Donc nous, c'est le digital, mais on a aussi des experts en RH, en développement commercial. Voilà, on a quand même
pas mal de choses à apporter. Alors nous spécifiquement chez les Digiteurs, qui est la marque pour tout ce qui est numérique, on a tout un panel de formation, d'accompagnement. Aujourd'hui, on aide beaucoup les entrepreneurs en difficulté avec le programme de diagnostic numérique de France Relance, qui permet de faire on va dire, regarder la maturité digitale, proposer un plan d'action. Et puis, bien évidemment, là, aujourd'hui, on parle de site Internet, on peut accompagner les chefs d'entreprise dans le choix d'une solution par rapport à une autre. On peut avoir ce regard, justement, de tiers de confiance en disant, voilà, comme disait tout à l'heure Claudia, on a un devis à 4 000 € ou un devis à 10 000 €. Je ne comprends pas ce qui me proposait par rapport à l'un ou l'autre. Eh bien, nous, on aura ce regard aussi en disant, bah voilà, ce devis à 4 000 €, vous avez ça, ça, ça. Peut-être vous pouvez lui demander en complément ce que comprend la prestation. Et puis, celui à 11 000 €, bah, on considère peut-être que c'est un peu trop cher par rapport à ce qu'il vous propose. Donc vraiment, ce côté vraiment tiers de confiance, c'est super important. Alors Pierre, merci Alexis. Effectivement, j'avais oublié de désactiver mon micro. Merci. Alors ma question au sujet des partenaires qui s'adressait à Claudia va eh bien s'adresser à Sharon. Quels sont les types de partenaires, Sharon, vous qui êtes chargée des partenariats, quels sont les types de partenaires que les participants ici présents vont rencontrer tout au long de cette journée des Digital Day? Alors, déjà très rapidement, les partenaires. Alors, désolé, je m'entends en écho, Pierre. Les partenaires qu'on a à l'échelle des Digiteurs, déjà, ce sont des partenaires avec lesquels on va nouer une relation parce qu'on estime qu'il y a un intérêt pour les dirigeants qui viennent à la CCI. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous, cette notion de vouloir servir, de vouloir accompagner les dirigeants de manière pratico-pratique avec des partenariats qui ont réellement un sens. Donc aujourd'hui, on a des partenaires qui seront présents sur l'événement. Donc on a Orange, on a Shopify, on a Mastercard et on a surtout des prestataires qui vont être présents, comme je vous le disais tout à l'heure, en parallèle de notre conférence. Là, ils sont déjà en rendez-vous. Donc vous allez pouvoir les retrouver en vous inscrivant et en prenant des rendez-vous. Ce sont des personnes qui sont spécialisées dans plusieurs besoins. Donc autant la création de sites web, dont effectivement on a beaucoup parlé ce matin, mais également dans tout ce qui va être référencement sur les moteurs de recherche. Ça va être aussi la plateforme e-commerce. Donc, au-delà du site vitrine, hein, on parle là de la réelle capacité de vendre en ligne et tout ce qui va être visibilité dans sa globalité. Donc là, c'est important parce qu'on parle aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, hein, comme je le disais tout à l'heure, on peut parler des réseaux sociaux à titre personnel. Et là, quand on se positionne en tant que professionnel, comment faire? Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous. Ils sont là, ils sont disponibles pour vous. Ils ont déjà beaucoup de rendez-vous, donc faut y aller rapidement. Merci Sharon. Alors avant de passer aux questions, avant de relayer les questions que vous nous posez dans le chat, je vais effectivement inviter Anissa Bestouaï, qui est organisatrice de cet événement pour la CCI Paris-Île-de-France, pour vous parler effectivement de la modalité du fonctionnement de prise de rendez-vous. Bonjour Anissa, on va effectivement expliquer à celles et ceux qui sont ici avec nous comment faire pour prendre un rendez-vous. Anissa, qui devrait apparaître dans quelques instants à l'image, à l'écran. Anissa. Oui, bonjour à tous. Alors, enchantée, moi, c'est Anissa. Donc, je m'occupe des événements et des formations numériques à la Chambre de commerce. Donc, je te remercie, Pierre, de me donner la parole. Alors là, vous avez maintenant tous les éléments et la méthode pour choisir vos prestataires. Et maintenant, je vais juste vous présenter sur la plateforme comment ça fonctionne pour prendre des rendez-vous. Donc, nous avons ici, vous avez donc votre page d'accueil. Vous cliquez donc sur espace rendez-vous. Alors, là, Anissa, excuse-moi, on voit toujours le slide de la conférence. Ah, alors, pardonnez-moi, je corrige ça. Voilà, le temps pour vous de peut-être encore nous poser quelques questions, le temps pour Anissa effectivement de passer au réglage. On a Serena qui, voilà, pour donner un petit peu, mettre en appétit, un site e-commerce ouvert avec un éditeur en ligne, peut-il transformer ensuite un site indépendant de l'éditeur? On y reviendra, mais avant cela, effectivement Anissa, parlons effectivement d'interface.
Bon, bah, super. Donc, ça va être très rapide. Vous allez voir, c'est très, très simple. Donc là, vous êtes en fait sur la plateforme de l'événement, sur la page d'accueil. Et dans le menu, donc en haut à droite, vous avez espace rendez-vous. Donc, vous cliquez et dans cet espace rendez-vous, vous avez l'intégralité donc des prestataires. Comme l'a indiqué Sharon, ce sont des prestataires qui ont été audités et sélectionnés. Donc avant cet événement. Donc vous avez l'intégralité des prestataires et ainsi que nos partenaires premium comme Google et Orange. Alors, comment ça se passe? Sur le côté à gauche, vous avez donc 4 besoins qui sont énumérés. Donc, je prends l'exemple de créer un site web. Hop, donc vous avez une liste de prestataires qui s'affiche. Et donc, pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir obtenir des conseils, vous pouvez cliquer, par exemple, je vais prendre le cas des digiteurs avec les conseillers numériques. Vous avez donc les informations sur lesquelles ils peuvent vous conseiller. Et juste à droite, vous avez un petit bouton « Demander un rendez-vous ». Hop. Donc là, vous mettez le test, enfin, vous mettez l'objet de votre rendez-vous. Donc, je vais faire par exemple test demande RDV. Hop, je clique sur suivant. Là, je pense bien à choisir le nom de mon prestataire. Donc, j'ai les digiteurs. Hop, je sélectionne, hop, une horaire. Je peux voir les autres créneaux qui sont disponibles en cliquant sur voir plus. Je valide. Et donc, les digiteurs vont recevoir une notification et l'ensemble des notifications, vous les voyez en haut à droite sur le petit bonhomme. Hop, vous avez l'ensemble en fait de vos notifications. Et quand vous allez avoir le rendez-vous, vous allez avoir un bouton « Rejoindre ». Vous cliquez dessus et vous allez tomber en fait sur une fenêtre. Vous resterez sur la plateforme et la visio va se lancer. Vous allez pouvoir voir votre interlocuteur en face et vous aurez également un chat pour communiquer. Donc, je vous encourage vraiment à la suite de ce live de prendre rendez-vous. Il y a des places, il y a quelques places qui restent disponibles et ils sont vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller. Donc, profitez, c'est gratuit et il reste de la place. Donc, allez-y. Merci Anissa Bestouahi avec toute l'équipe de la CCI Paris-Île-de-France qui organise cet événement, les Digiteurs Days, en ce jeudi 3 décembre. Basculons, si vous le voulez bien, aux questions que vous posez à nos 3 intervenants. Serena, je le disais préalablement, nous pose la question suivante. Un site e-commerce ouvert avec un éditeur en ligne peut-il être transformé ensuite en site indépendant, entre guillemets, de l'éditeur? Avez-vous une réponse à fournir à Serena? Alors, je peux peut-être y aller. Effectivement, on peut le faire. Alors après, il faut quand même bien savoir que quand on passe par un éditeur en ligne, on l'a dit tout à l'heure, on est dépendant d'un prestataire, c'est-à-dire qu'on va payer une pour accéder à ce service. En règle générale, quand vous concevez, donc, on va prendre l'exemple donc du site internet e-commerce, quand vous concevez ce site internet avec l'aide d'un éditeur en ligne, vous utilisez sa technologie pour concevoir un site internet. Donc, vous ne pourrez pas faire un copier-coller du code source et de le mettre sur un autre logiciel, ça sera impossible. Par contre, vous aurez peut-être l'opportunité de faire un export de vos contacts, un export de vos commandes, un export de vos produits, etc. Mais vous allez devoir quand même reconcevoir finalement l'architecture de votre site internet. Donc un copier-coller, non, on ne peut pas se servir d'un outil qui nous permette de faire un site facilement comme ça et ensuite le mettre sur un autre serveur, ça ne sera pas possible, mais par contre, vous pourrez sauvegarder vos commandes, vos contacts, etc. Alors, Pierre nous pose une question. Quel type de solution conseillez-vous si on veut créer nous-mêmes notre propre site et que l'on a un budget serré? J'y vais. Alors, des plateformes, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Au niveau du budget, elles sont à peu près toutes au même prix. Alors, vous pouvez avoir une version gratuite
initialement, mais ça sera pas très pro dans le sens où au niveau de l'URL, donc vous aurez le nom de la plateforme qui va apparaître. Vous aurez très certainement un petit bandeau de publicité qui va indiquer aux visiteurs que votre site a été fait sur la plateforme en question. Et ensuite, vous avez donc un abonnement qui est un abonnement donc mensuel qui est, on va dire, d'une douzaine d'euros. Et puis, plus vous allez ajouter en fait des modules, plus vous allez payer. Mais en gros, vous pouvez vous en tirer pour une centaine d'euros pour un site, on va dire, vitrine basique, qui aura votre propre nom de domaine. Après, des plateformes, il y en a plein, avec des templates. Les templates sont un peu les gabarits, les sites préfaits dans lesquels vous aurez juste à rajouter, enfin changer en fait vos textes et vos photos. On a parlé de Wix, donc il y a Jimdo, vous avez effectivement Squarespace, vous en avez plein. Weebly. Après, bon, je pense que Sharon et Alexis pourront vous en conseiller plein d'autres. Mais voilà, il y en a vraiment pléthore avec le même système, on va dire, de drag and drop, donc glisser-déposer, ou en tout cas des systèmes assez simples d'utilisation. Merci Claudia. On continue avec les questions qui arrivent ici en direct. Guillaume vous demande, conseilleriez-vous de faire appel à des services de maîtrise d'ouvrage de projets de développement ou à de la direction marketing externalisée? Qui répond à Guillaume sur cette question? Sharon. Alors, ce que je vais dire, c'est que vraiment, c'est une question à laquelle, personnellement, je ne peux pas répondre là comme ça, parce que ça va dépendre vraiment de quel sujet il s'agit. On est à quelle échelle? Est-ce que on va faire appel à un service? Tu peux juste me relire la question, Pierre, s'il te plaît? Alors oui, je bascule, je navigue de fenêtre en fenêtre. Effectivement, conseilleriez-vous de faire appel à des services de maîtrise d'ouvrage de projets de développement ou à de la direction marketing externalisée? Voilà, ça va vraiment dépendre de la taille du projet. Je pense que si on fait appel à de la maîtrise d'ouvrage, c'est que là, on est une structure qui est plutôt importante. Externaliser sa direction marketing, ça veut dire qu'on n'en a pas et qu'on en a besoin d'une. Donc, là, encore une fois, c'est vraiment s'analyser soi et se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis en capacité d'avoir une personne? Est-ce que je peux la recruter? Est-ce que je peux la prendre sur du long terme? Parce que quelqu'un en direction marketing, c'est quelqu'un qu'on prend sur du long terme. C'est quelqu'un qui va réfléchir une stratégie. C'est quelqu'un qui va nous aider à voir plus loin et à mettre en place des actions. Donc, ouais, pour moi, ça va vraiment dépendre de quel type de projet il s'agit et d'avoir une bonne connaissance de soi. Donc, la taille de son business, la taille du budget aussi qu'on a va en dépendre. Nicolas s'interroge sur Wix, WordPress, et c'est peut-être d'ailleurs Alexis qui va nous y répondre. Wix, WordPress sont pour la création du site, mais il faut ensuite trouver l'hébergeur, non? Point d'interrogation. Alors, faut-il trouver un hébergeur quand on sollicite les services de Wix ou WordPress, Alexis? Alors, vous vous rappelez bien, on a donc les trois grandes familles. Donc, on a créé son site en codant. On a donc le CMS avec WordPress ou pas Jimdo, pardon, Drupal ou Joomla. Et on a Wix ou Jimdo et Webflow. Enfin, il y en a beaucoup. Alors, un serveur web, c'est un ordinateur quelque part dans le monde. Il vaut mieux privilégier en Europe ou en France, où vous allez déposer vos fichiers de votre site internet, d'accord? Donc, vous aurez besoin de les déposer uniquement si vous le faites vous-même, c'est-à-dire si vous le codez vous-même, ou si vous utilisez WordPress ou un CMS open source. Parce que c'est peut-être ce que j'ai pas précisé aussi dans l'explication, mais quand vous choisissez un CMS comme WordPress, c'est gratuit, d'accord? C'est open source. Il y a une grosse communauté autour de ça qui va travailler sur votre site internet. Enfin, pas sur le vôtre, hein, mais sur l'environnement. Par contre, si vous utilisez un éditeur en ligne, type Wix.com, Shopify, etc., là, la solution est hébergée directement chez eux. C'est-à-dire que dans l'abonnement, tout à l'heure, Claudia a parlé d'une dizaine d'euros par mois, c'est la fourchette. Eh bien, dans ce service-là, vous avez donc votre nom de domaine et l'hébergement. Par contre, ce que je recommande, et c'est ce que je dis souvent aux créateurs d'entreprises qu'on accompagne, quand vous créez votre société, et on parlait aussi de dépendance vis-à-vis d'un prestataire ou de celui qui conçoit mon site internet. Prenez votre nom de domaine et votre hébergement, si vous en avez besoin, de votre côté. C'est-à-dire, quand quelqu'un va vouloir vous concevoir votre site internet, un freelance ou une agence web,
prenez l'hébergement et le nom de domaine de votre côté. Voilà, vous avez OVH, vous avez One and One, vous en avez plein. Et ensuite, donnez-lui accès à ce serveur en disant, voilà, bah, la prestation, c'est concevoir mon site Internet, tu conçois mon site Internet, je te donne les accès. Comme ça, finalement, vous ne serez pas embêté. Parce qu'on l'a constaté, moi, j'ai commencé il y a 10 ans, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est-à-dire, l'agence web, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez point et main liés avec lui. D'accord? Aujourd'hui, maintenant, c'est plus trop le cas. En général, on parlait beaucoup de confiance et de partenariat à long terme. Le prestataire, lui, il va vous dire, OK, dans la majorité des cas, prenez votre hébergement de votre côté avec votre nom de domaine, comme ça, vous n'aurez pas besoin de passer par moi. Et puis, moi, je conçois votre site Internet, et si vous voulez que j'intervienne dessus, eh ben, ça sera un forfait de maintenance. Voilà. Juste un point que je voudrais rajouter, il faut faire une distinction entre wordpress.com et wordpress.org parce que c'est pas la même chose. Voilà, wordpress.org, vous devez gérer vous-même l'hébergement. Wordpress.com, c'est auto-hébergé, enfin c'est hébergé directement. C'est un éditeur en ligne, voilà. Et soyez vigilants, et effectivement, là-dessus, c'est important de le rappeler, et également de penser, bien sûr, à renouveler chaque année son nom de domaine, hein, pour pas qu'il y ait de surprises. Et là, je vois effectivement nos conseillers qui nous disent oui, effectivement, c'est. De toute façon, vous recevez des alertes. C'est important de ne pas remettre cette tâche-là à une semaine ultérieure. Et juste, Pierre, pour terminer sur le nom de domaine, faites attention au cybersquattage aussi. Ça se fait beaucoup en politique, mais ça se fait aussi auprès des entreprises. Par exemple, demain, je pourrais acheter le nom de domaine Macron 2022, et si demain, il a besoin de récupérer ce nom de domaine, parce qu'il va se présenter, eh bien, je vais pouvoir lui revendre. Donc, c'est pour juste illustrer un peu mon propos, mais quand vous créez votre entreprise, achetez le .fr, le .com, et puis si vous vendez à l'international, si vous avez un site e-commerce, eh ben, si vous vendez en Italie, achetez le .it. Voilà, protégez-vous au maximum pour éviter que des petits malins achètent votre nom de domaine avec une certaine... voilà, il faut éviter qu'ils prennent le même nom que vous, quoi. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de déposer, vous n'avez pas besoin d'avoir votre marque à l'INPI pour qu'elle soit protégée sur le web. Donc, il faut vraiment penser à tout ça. Oui, la nécessité effectivement de se préempter, de bien se protéger, de préempter son nom de domaine de façon à ce qu'effectivement on ne soit pas face à ce type de choses-là, puisque c'est devenu un business, et il y a des noms de domaine qui se revendent très très cher, puisque vous l'avez compris, il y a des mots clés qui sont prescripteurs de business, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi effectivement beaucoup de business là-dessus sur les noms de domaine. On va continuer avec Alexis, on a une question de Marie, on a deux questions de Marie. Bonjour, WordPress est-il compatible pour un site e-commerce? Et cette même Marie nous demande: qu'en est-il du référencement chez Wix? On a peut-être des réponses avec Alexis. Oui, et puis les autres conseillers aussi, bien sûr. Alors, la question de WordPress, est-ce que je peux faire un e-commerce? La réponse est oui. En fait, WordPress, vous allez concevoir votre architecture, d'accord, votre site internet, et vous allez pouvoir, en fait, c'est Claudia, je crois, tout à l'heure, qui a parlé de template et d'extension. Vous allez pouvoir, par exemple, pour WordPress, télécharger une extension qui s'appelle WooCommerce. C'est la plus connue, la plus répandue pour le e-commerce. Et ensuite, vous allez concevoir votre boutique directement sur cette extension. Alors ensuite, la deuxième question, c'était sur Wix. Est-ce que tu peux me la redire? Oui, alors je vais effectivement. C'est le référencement sur Wix. Alors, quid du référencement sur Wix, Alexis? Je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est peut-être pas forcément ce que je préfère comme solution pour avoir un site super bien référencé. Cela dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont fait des efforts. Par contre, il y a quand même quelques notions à savoir quand on veut faire son site soi-même. D'ailleurs, j'en profite, je ferai un petit webinaire sur le référencement naturel la semaine prochaine. En gros, il y a trois choses fondamentales. Bien renseigner sa balise titre. La balise titre, c'est le titre de votre page, d'accord? Bien renseigner la description, d'accord? En utilisant un maximum de mots-clés qui ont été utilisés dans votre page. Et bien sûr, c'est de nommer vos images. C'est-à-dire que Google, lui, quand il va visiter votre site internet, il ne va pas voir le super site que vous aurez construit. Il va voir le code source qu'il y a derrière. Donc, si le code source utilise beaucoup de ce qu'on appelle le JavaScript, et que les noms des images sont incohérentes, c'est-à-dire, regardez, je vais vous illustrer ça simplement. Vous prenez une photo avec votre appareil photo, vous la téléchargez sur votre ordinateur et ensuite vous la mettez sur votre site internet. Le nom de cette photo, il s'appelle IMG 69650. Eh bien, il va falloir renommer cette image, d'accord? Pot de fleurs
.jpeg, et vous allez ensuite la mettre sur votre site internet, votre Wix, et ensuite il faudra nommer aussi cette image. D'accord? Donc voilà, c'est les 3 choses fondamentales en référencement. Ensuite, je pourrais pas vous dire si Wix aujourd'hui permet d'avoir des sites super bien référencés. C'était un peu ce qu'on les critiquait un peu là-dessus il y a quelques années, mais il y a d'autres solutions aujourd'hui. J'ai parlé aussi de Shopify en e-commerce. Eux, pour le coup, en référencement naturel, ils sont quand même très forts. Donc, tout dépend de la solution. Regardez bien aussi peut-être des avis sur Internet sur telle ou telle solution et faites-vous votre propre avis là-dessus. Merci Alexis. J'ai une dernière question. Celle-ci s'adresse à Sharon. On a effectivement Delphine qui nous demande, puisque vous parliez de la relation prestataire-partenaire, relation de confiance, considérez-vous que nous pouvons avoir une relation de partenariat avec Wix ou Shopify, ou bien est-ce que c'est uniquement une relation fournisseur-client, Sharon? Alors, je pense que ces entreprises, Wix et Shopify, font des efforts en termes de service client, de relations clients. Donc, il y a aussi pas mal de choses qui sont automatisées avec des chatbots, des outils avec une petite intelligence artificielle qui va permettre d'avoir des réponses qui vont être automatisées en fonction de la question qu'on va poser. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça qui font que c'est moins humain. Toutefois, il y a aussi des êtres humains derrière. Donc, on peut avoir quelqu'un de chez Wix au téléphone, on peut avoir quelqu'un de Shopify au téléphone. Pour certains, et selon l'expérience, ça peut être très difficile. Je ne citerai pas de nom, parce que je ne parle ni de l'un ni de l'autre, mais c'est vrai que lorsqu'on parlait tout à l'heure d'hébergeurs, j'ai eu des expériences dans ma vie d'entrepreneur pour des clients où ça a été difficile de joindre certaines de ces solutions. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on trouve, par rapport à Wix et Shopify, on trouve aussi des aides en ligne qui sont vraiment très complètes, qui font attention au parcours utilisateur et à des vraies situations qu'on peut rencontrer. Donc, voilà, on peut pas, pour être totalement honnête, on n'aura pas la même relation avec un prestataire, une agence et avec une solution telle que Wix ou Shopify. Pour moi, ça serait mentir que de dire oui. Toutefois, il y a de réels efforts qui sont faits de la part de Wix et Shopify pour entretenir des relations avec un maximum de proximité avec les utilisateurs. Mais si on a besoin d'accompagnement, il faut prendre une personne réelle. Merci à tous les trois. Merci Sharon, merci Claudia, merci Alexis. On vous retrouvera tout au long de cette journée puisque vous serez à la rencontre de celles et ceux qui ont sollicité votre expertise grâce au rendez-vous que nous vous proposons et nous vous incitons, comme vous l'a expliqué bien entendu Anissa, à effectuer le plus de rendez-vous possible, profiter de l'expertise de nos 20 partenaires et également de nos conseillers numériques que vous avez pu voir ici à l'œuvre durant cette heure de live, un événement 100% digital, 100% interactif. Alors allez-y, c'est le moment de les solliciter. Merci à tous les trois. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci également à Anissa. Je vous donne le programme effectivement de cette journée des Digiteurs Day. En ce jeudi 3 décembre, nous nous retrouverons à 13h30 pour la seconde conférence de la journée. Cette seconde conférence de la journée sera consacrée au sujet de l'acquisition client. Nous en parlerons avec 3 invités là également. Et puis je vous retrouverai également en milieu de journée à 15h pour parler de e-commerce. Voilà pour l'agenda. N'oubliez pas, on le rappelle, bien entendu, de prendre vos rendez-vous. On vous remercie pour votre présence. Vous êtes déjà très nombreuses et très nombreux à nous rejoindre pour ce grand live. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve à 13h30 pour la seconde conférence. À tout à l'heure. Très bonne journée. Au revoir.